Ça, c'est les étrangers qui bossent. Tout ça, c'est pas pour le Parlement. Alors, comment on s'aperçoit que ça... Alors, regardez, c'est sur la page suivante. C'est là, c'est en haut de la page 5. Vous allez voir comme c'est difficile à voir, mais je pense que vous allez comprendre. Avec un coup de stabilo, on comprend. Regardez ce qui est écrit en noir. Dans les domaines visés au paragraphe 1.1 D, F et G du présent article, le Conseil statue, le Conseil, c'est pas le Parlement, hein, donc c'est dans ce sens-là. Le Conseil statue conformément à une procédure légis spéciale à l'unanimité. Tac, on en a trouvé une. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que les traités de l'Union européenne, c'est des centaines d'articles comme ça. Et là, il y a un coup de stabilo, ça aide à voir. Mais normalement, c'est dans un fatras, il n'y a pas de stabilo. Et là, vous êtes en train de tomber sur une procédure législative spéciale. Mais qu'est-ce que c'est une procédure législative? Moi, j'appelle ça, c'est plus clair, j'appelle ça une loi sans Parlement. Dans les domaines visés au paragraphe 1.c, D, F et G, c'est imbitable ce truc. Attends, c'est imbitable, c'est incompréhensible, quoi. Vous tombez là-dessus. Il faut retourner en arrière, il faut les retrouver. Qu'est-ce que c'est que ces points? Les points, c'est la sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs, la représentation et la défense collective. Alors, sur ces points-là, il y a quoi? Le Conseil. Le Conseil, pourquoi? Ça s'appelle plus le Conseil des ministres. Avant, ça s'appelait le Conseil des ministres, comme ça on s'apercevait que c'était des ministres. Et là, maintenant, ils ont retiré, ça s'appelle plus Conseil des ministres, ça s'appelle le Conseil. C'est truffé de merdouilles comme ça, quoi. C'est truffé le mensonge partout. Pourquoi ils ne l'appellent pas Conseil des ministres? C'est un conseil qui est composé uniquement de ministres, d'exécutifs. Ils sont en train d'écrire les lois. Ils sont en train d'écrire des lois sans le Parlement, sur des sujets majeurs pour les travailleurs. Excusez-moi, je vous embête avec du droit, je vous embête avec... C'est chiant à lire, je sais. Mais on se fait enfumer. C'est un exemple, ça. Il y en a une tartine des procédures législatives spéciales. Et il n'y a pas de liste. Bon, je sais pas, peut-être que je suis paranoïaque, un dangereux complotiste, conspirationniste, voilà. Ben oui. Le point F, je suis désolé, c'est interminable. Enfin, ça peut être plus court si vous voulez. Le point suivant qui me fait sortir les yeux des orbites, les juges européens, ceux qui vont trancher, il faut se rendre compte pour donner le poids à ce paragraphe, il faut comprendre le pouvoir des juges dans la construction européenne. Les juges, ont un pouvoir normatif dans l'Union européenne. C'est eux qui sont un moteur ultralibéral, un moteur antidémocratique, un moteur qui pousse à la fédération, mais la fédération sans aucun moyen de résister pour les gens de la base. J'imagine une fédération possiblement démocratique, mais ça c'est pas le cas du tout. Là, vous n'avez rien, nous n'avons rien pour résister. Il n'y a pas une ligne qui nous permette de résister. Je les connais, ces institutions. Je vous mets au défi de me donner une institution. Et si vous me sortez la pétition, vous savez, où 1 million de personnes peuvent aller supplier la commission de peut-être aller transmettre, si elle veut bien, et sans qu'elle ait à motiver, si elle jette à la poubelle, de transmettre un projet qu'on aurait, et surtout qui ne touche pas aux institutions, un projet qu'on pourrait aller transmettre au Parlement, et le Parlement, s'il veut bien, peut-être qu'il fera quelque chose qui aura peut-être rien à voir. Et le droit, ce droit qu'on a d'aller supplier la commission de bien voir, ce serait ça le moyen de résister. C'est du foutage de gueule. On peut pas résister avec ça. On peut rien faire avec ça. On pourrait être 10 millions, ce serait pareil. Donc les juges qui ont un immense pouvoir dans les institutions européennes, ces gens-là, c'est intéressant de savoir qui les contrôle. Ça se contrôle un juge? Normalement, non. Dans la démocratie, un juge, vachement important. Souvent, c'est les exécutifs qui nomment les juges, mais après ça, ils sont indépendants. Vachement important. L'indépendance des juges, regardez dans tous les pays du monde, l'indépendance des juges, c'est important.
Dans les institutions européennes, les juges y sont nommés par les exécutifs qui vont avoir à juger pour 6 ans. 6 ans, c'est court. 6 ans, c'est très court. Hein, et renouvelable. Attendez, c'est impossible. Si vous n'avez pas une explication de texte, vous ne pouvez pas comprendre. Enfin, il me semble, c'est compliqué à comprendre que c'est dangereux, ça. Si c'est renouvelable, c'est que c'est pas renouvelable. C'est renouvelable ou pas? C'est-à-dire que les juges, je vais vous le dire en français, les juges européens dépendent pour leur carrière des exécutifs qui vont avoir à contrôler. Ça se voit partout que ça a été écrit par des exécutifs, ce truc. Je répète, les juges européens dépendent pour leur carrière des exécutifs qui vont avoir à contrôler. Mais c'est toujours pareil, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Qui a écrit ces institutions de... J'ai pas le droit de le dire. Qui a écrit? Des exécutifs, des présidents, des ministres. Donc ils ont organisé mais ils étaient sous contrôle, hein. Ils étaient sous contrôle de ceux qui ont financé leur campagne électorale. Bon ben voilà. Ouais. Il y a personne qui se tourne un liège en voiture. Vous en êtes où là? Parce que bon, normalement, même avec un sujet passionnant, les gens, moi, je peux en parler toute la nuit. Hein. Mais je veux pas non plus vous. Il faudrait qu'on parle des institutions athéniennes pour qu'on étudie vos objections. Ce serait bien qu'il y ait peut-être des questions sur les institutions européennes, mais là j'en ai dit assez. Hein. C'est monstrueux. Hein. Voilà. Il y a un point que j'ai déjà évoqué sur lequel il n'y a pas une institution qui nous permette de résister. C'est quand même pas un détail, ça. On parle... Attendez. Je vous rappelle que pendant le débat référendaire, ces enfoirés nous disaient « Mais monsieur, ces institutions sont le plus haut standard de la démocratie. Le plus haut standard de la démocratie. Mais de qui on se fout, sans déconner. Il n'y a plus rien pour résister là-dedans. Il n'y a plus rien pour résister. Rien. Mais regardez, aujourd'hui, on aurait besoin, nous, de quelques milliards. Ça suffirait à faire redémarrer la machine. Quelques milliards. Il n'y a pas besoin. Il suffit de le mettre dans les bonnes poches, les poches de ceux qui le dépensent. Au lieu de ça, nos gouvernements, ils mettent des centaines de milliards dans les poches de ceux qui devraient être en tôle, parce qu'ils devraient être en faillite frauduleuse. Les banquiers, là, ils devraient être en tôle. Ils sont en faillite frauduleuse, ils ont triché, ils sont trompés. Ils sont ruinés. Et bien, au lieu de les jeter en tôle, on les goinfre avec des milliards concrets pour eux. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'Union européenne? Est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui aimeraient rester dans l'Union européenne pour pas nous replier sur nous-mêmes et qui permettrait peut-être de discuter? Je voudrais comprendre, moi, qu'est-ce qui permet objectivement d'avoir un peu d'espoir sur ces institutions? Pour moi, c'est une prison politique majeure, fabriquée par des gens qui avaient déjà essayé de venir à bout de la Révolution française, hein, enfin de la Révolution des Lumières, des institutions républicaines, qui n'avaient pas réussi à mener à bien leur projet pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui reviennent à la charge avec un truc plus malin, et cette fois-ci c'est en train de marcher. Là, on est en train de... Annie Lacroix-Riz, cette historienne communiste formidable, elle a un biais sûrement, puisqu'elle est politisée, mais bon, c'est quand même un travail très très sérieux ce qu'elle fait, c'est très documenté, on a toutes les sources, hein, on peut les vérifier. Oui, vous venez justement de précéder légèrement ma question, sans y répondre, mais selon vous, est-ce qu'il y aurait moyen pour un pays de l'Union d'en sortir? Ah bah oui. Comment? Alors au moins, ce qu'il y a de nouveau dans les institutions du traité de Lisbonne, c'est la seule bonne chose. Très relatif, parce que de toute façon on n'en avait pas besoin, mais c'est l'article 50 du TFUE qui dit qu'un État peut en sortir sans avoir besoin de justifier. Vous voyez, on veut l'obliger à discuter un peu, mais un État peut sortir de l'Union européenne. Oui. Article 50, c'est devenu 50, je crois. Ah ben non, s'il sort de l'Union européenne, il ne doit pas pouvoir faire partie de l'euro sans être dans l'Union européenne, je pense, oui. Oui.
Vous pensez que si on sort de l'euro, on va être ruiné, vous? C'est ce qu'on nous renvoie à la figure, mais vous, à votre avis, comment survivent ceux qui sont pas, parce qu'il y en a quand même sur les 180 pays du monde, il y en a quand même un paquet qui sont pas dans l'euro et qui survivent à peu près correctement dans cet enfer prétendu. Non, les avantages de l'euro sont, enfin, de mon point de vue, je trouve immensément contestables. C'est un vrai sujet, ça m'intéresse, hein, mais l'euro a été fabriqué sur le modèle voulu par les Allemands. Les Allemands ont été traumatisés par l'hyperinflation des années 20. Et donc les Allemands ont une politique monétariste. Ils veulent absolument une monnaie forte, puissante. Ils tiennent à ça plus qu'au chômage, ils s'en foutent à côté. Ils veulent surtout une monnaie. Et ils ont imposé une rigueur monétaire à tous leurs partenaires européens. C'était le deal pour entrer dans l'euro. Et nous, on a accepté. Mais on a accepté, Fabius a souligné ça il y a un moment déjà. On a accepté en disant, on accepte, mais dans 10 ans, on voit, quoi. Hein. Et là, après 10 ans, on peut voir hein, que c'est parfaitement ruineux d'avoir une monnaie aussi forte. C'est ruineux, voilà. De demander le patron d'Airbus qui nous signalait qu'il y a 1 an ou 2, qui nous signalait qu'il perdait combien 1 milliard par point de... 1 milliard, à chaque fois qu'on perdait 10 centimes par rapport au dollar, lui, son entreprise perdait 1 milliard. Enfin, c'est colossal, quoi. C'est hors de prix pour nos entreprises, quoi. Hein. C'est très très dur de se battre. Donc la dévaluation et le réajustement nécessaire dans des économies qui sont en situation de déséquilibre commerciaux. Il faut de temps en temps dévaluer pour qu'on puisse continuer à survivre. Voilà. Oui, non, on l'a connu, on l'a toujours connu. Et puis on pourrait réorganiser réinstaurer un contrôle d'échange, c'est élémentaire, au lieu de cette chienlit des céphéristes, comme dit Maurice. Alors, oui, non, mais effectivement, mais... Oui, mais l'Union européenne ne règle... Vous avez raison, mais l'Union européenne ne règle pas ce problème. Elle pourrait... Alors, c'est sur la pétition de principe, mais c'est... Sur le plan des faits, l'Union européenne elle obtient exactement le résultat inverse. On se désindustrialise à vitesse grand V. En fait, l'Union européenne, elle a dans son génome ce que François Ruffin a repéré, c'est le libre-échange, qui est un objectif de multinationale, qui n'est pas un objectif populaire, qui n'est pas un objectif d'humain normal. C'est un objectif de très très puissant, le libre-échange, et l'étouffement monétaire. La création monétaire abandonnée aux banques privées, 100% abandonnée aux banques privées. Et ça, c'est profondément antisocial, quoi. Hein, mais si je suis bien informée, il va encore y avoir pire que l'Union européenne. C'est le transatlantisme qui est déjà présent au niveau de l'OTAN, mais que tous nos pays européens auraient signé pour qu'à partir de 2025, on ne fasse plus qu'une seule entité et que toute loi fédérale émise aux États-Unis soit directement applicable à l'Europe. Tout comme maintenant, une loi européenne est directement applicable aux pays européens. Et là, bonne chance. Hein. Absolument. Tiens, au fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure, il va jusqu'à une limite. On ne met pas de limite, je peux vous dire, ils voient loin, hein. Ils en veulent plus. Il y a un proverbe africain qui dit plus le diable en a, plus le diable en veut. Et vraiment, il est temps de résister, je crois. Résister, vraiment, quoi. Hein. Vous avez raison, le projet de libre-échange de grand marché transatlantique est le stade suivant de la folie libre-échangiste. Et ça, on y perdra tous. Hein. Oui, il y a une nouveauté que j'ai relayée hier. La Commission européenne est en train de se bagarrer pour que prévale désormais une règle ignorée, de la majorité inversée.